Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre couleur et quantité de matière, une vidéo bien copieuse, puisque nous allons aborder la notion de transformation chimique, mais aussi réaction chimique, équation chimique, mélange stoichiométrique et la notion de réactif limitant. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle une transformation chimique? Alors, considérons plutôt le mélange d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre avec une solution d'hydroxyde de sodium, d'une part. Et parallèlement à ce mélange, étudions le mélange de glaçons dans un whisky coca. Deux mélanges, et pourtant, pour le chimiste, deux choses différentes. Dans le cas du mélange glaçon ou whisky coca, pas d'apparition de nouvelles espèces chimiques, contrairement au cas du mélange de solutions ioniques où ici on voit un précipité se former. Pour le chimiste, dans ce dernier cas, on parlera d'une transformation chimique. Autrement dit, à chaque fois qu'on voit une nouvelle espèce chimique apparaître, ou alors à chaque fois qu'on voit une espèce chimique qui était initialement présente mais qui disparaît, on dira qu'on a affaire à une transformation chimique. Donc ça, c'est à l'échelle macroscopique. Comme toujours, le chimiste va vouloir interpréter ce qu'il observe, et donc il va modéliser la transformation chimique par ce qu'on appelle la réaction chimique, et ça se passe à une dimension plus petite, c'est l'échelle microscopique. Faisons l'inventaire des espèces. On a des ions Ce2+, et des ions Ho-. On a des ions sodium et sulfate aussi, mais je vous refais pas, je vous invente pas l'histoire, parce que c'était une réaction qui est assez classique en classe de seconde. Ce sont les ions Ce2+, et Ho- qui réagissent entre eux, puisque les ions sodium et sulfate sont spectateurs. Donc ces ions vont s'associer entre eux pour former un précipité CuOH deux fois. J'attire votre attention sur le petit aqu en bas à droite des ions qui rappelle que aqu c'est aqua, aqueux, donc le solvant c'est l'eau. Et ce petit S en bas à droite qui rappelle que le précipité est un solide. Et quant au chiffre 2 ici, c'est comme en mathématiques, hein, le 2 dans les parenthèses, ça se distribue. Autrement dit, c'est un élément cuivre avec deux éléments oxygène et deux éléments oxygène, oui, et deux éléments hydrogène. Alors, donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a distingué 2 niveaux. L'échelle macroscopique, c'est ce qu'on voit, d'accord? Ça apparaît, ça disparaît, et le chimiste va l'interpréter au niveau microscopique comme des espèces qui se rencontrent, typiquement ça va être Ci2+ et Ho-, comme des liaisons qui se forment ou qui se cassent. Cette notion de liaison, on la reverra un peu plus tard dans l'année, et donc cette interprétation à l'échelle microscopique portera le nom de réaction chimique. Donc finalement, pour la réaction chimique, on va tenir compte uniquement des espèces qui ont réellement réagi et uniquement des espèces qui sont effectivement apparues, réellement produites. Traduction, donc ça se passe bien sûr tout ça à l'échelle microscopique, mais ce qui est très important à retenir, c'est que tout ce qui ne prend pas part réellement à la réaction à l'échelle microscopique, c'est-à-dire typiquement les ions spectateurs, eh bien on ne va même pas en parler, on ne va pas en citer, on ne va pas les citer. Les ions spectateurs n'ont pas d'intérêt, entre guillemets, dans la réaction chimique. Comme toujours, le chimiste va vouloir représenter ici donc son modèle, la réaction chimique. Pour cela, on va symboliser la réaction chimique par ce qu'on appelle une équation chimique. Cette équation consiste à écrire à gauche d'une flèche les symboles des réactifs et à droite les symboles des produits, la flèche traduisant le sens de l'évolution du système. Alors attention, quand je dis les formules des réactifs et les formules des produits, on est bien d'accord, des espèces chimiques qui ont réellement participé et des espèces chimiques qui sont réellement produites. Traduction, on ne met pas dans l'équation chimique la formule des ions spectateurs, par exemple. Les ions Na+, et SO4 dans l'exemple précédent, leurs formules ne doivent pas apparaître dans l'équation chimique. Attention, pour respecter Lavoisier avec sa fameuse loi, dans la nature rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il faut que les équations respectent deux règles de conservation, celle du nombre d'atomes de chaque élément et celle de la charge électrique. Pour cela, le chimiste va utiliser des coefficients qu'il va appeler des nombres stoichiométriques pour pouvoir vérifier ces règles. Stoichiométrique, voilà un drôle de mot. Métrique en grec, c'est la mesure. Stoichio, c'est la proportion. En fait, le chimiste va rajouter des chiffres, non pas aux formules, hein, mais devant les formules de chaque réactif et chaque produit, pour indiquer dans quelle proportion les réactifs réagissent entre eux et dans quelle proportion les produits se forment entre eux, afin de respecter ces deux règles de conservation. Je suis pas claire? Prenons un exemple. Si on prend l'exemple qu'on a étudié tout à l'heure, donc Cu2+ avec H-, donc j'écris les formules des réactifs et des produits de chaque part de la flèche, et pourtant on voit tout de suite que les coefficients, pardon, que les règles de conservation ne sont pas respectées. En effet, 2 charges plus à gauche, une charge moins à gauche, 2 plus et 1 moins, ça forme donc une charge positive à gauche,
à comparer avec 0 charge à droite. Donc déjà, la conservation de la charge électrique n'est pas vérifiée. Un élément cuivre à gauche, un élément cuivre à droite, ça c'est OK. En revanche, 2 oxygènes, 2 hydrogènes à droite, alors qu'on n'a qu'un hydrogène et un oxygène à gauche. Telle qu'elle est écrite, cette équation ne rend pas compte du modèle que le chimiste proposera à l'échelle microscopique. On va donc utiliser un coefficient qu'on va appeler un nombre qui va nous rendre compte de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Bien sûr, le 2. 2 hydrogènes, 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 hydrogènes, 2 charges moins à gauche qui vont compenser les 2 charges plus, donc 2 plus et 2 moins, 0 charge à gauche, autrement dit, 0 charge à droite. Comment lit-on cette équation? À chaque fois qu'une mole d'ion C2+, réagit avec 2 moles d'ion HO-, il se forme une mole de CuH deux fois. On peut la lire aussi dans le sens contraire, à savoir, quand il se forme une mole de CuH deux fois, il se consomme une mole de Cu2+, et 2 moles d'ion HO-. Alors, fin de la première moitié de cette vidéo, donc on a déjà appris beaucoup de choses, mais on va un petit peu compliquer les choses. C'est quand même plus sympa, et puis on va aborder donc la notion de mélange stoichiométrique. Donc voilà un mot qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, les nombres stoichiométriques. Mélange stoichiométrique, eh bien, ce sont des mélanges qui seront dans des proportions. Les proportions de quoi? Eh bien, les proportions indiquées par l'équation. D'où l'importance de bien savoir lire une équation chimique. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici que quand je consomme une mole de Ci2+, je consomme 2 moles de HO-. Donc les proportions entre les réactifs, c'est 1 pour 2. Donc il y a un facteur 2. Cas hypothétique, on va mettre initialement à notre disposition une mole de Ci2+, 2 moles de HO-. On ne va pas encore les mettre en contact, autrement dit, on n'a pas encore formé de produit. Qu'est-ce que je remarque? Les proportions des quantités de matière initiale des réactifs, c'est aussi un facteur 2. C'est 1 pour 2. Autrement dit, je suis dans les mêmes proportions, fois 2, que celles des coefficients d'équation. D'après l'équation, quand je consomme une mole, j'en consomme 2. Donc si je consomme une mole, il me reste 0. J'en consomme le double de HO-, or j'en avais 0, donc 2 moins 2, bah, ça me fait... pardon, j'en avais 2 moles, pardon. Hein. Donc 2 moins 2, ça me fait 0 mol. D'après l'équation, quand on consomme une mole de Cu2+, on forme une mole de CuH deux fois. Donc si on consomme une mole, eh bien, on en forme une mole d'après l'équation de CuH deux fois. Donc là, c'est assez simple. On va mettre une autre configuration. Supposons que cette fois, on a d'une part une mole 5 de Ci2+, 3 moles de HO-, on ne met pas encore en contact ces réactifs, 0 mol de produit. Alors, cette fois, je compare les quantités de matière initiale des réactifs, 1,5 pour 3. Là encore, je suis bien dans un facteur 2, hein, il y a bien un facteur 2 entre les deux. Je suis bien dans les mêmes proportions que les coefficients des réactifs de l'équation chimique. D'après l'équation, quand je consomme une mole, j'en consomme le double de HO-. Donc si je consomme une mole 5 de Cu2+, il m'en restera 0. D'après l'équation, je consomme le double de HO-, 1,5 fois 2, ça fait 3. Si j'en ai 3, il en restera 0 à la fin, une fois qu'on aura mis en contact Cu2+ et HO-. D'après l'équation, c'est 1 pour 1, hein, c'est-à-dire une mole de Ci2+ pour une mole de CuH deux fois. Si on consomme une mole 5 de Cu2+, il se forme donc une mole 5 de CuOH deux fois. Alors si vous avez compris ça, c'est énorme, puisque vous avez compris ce que c'est qu'un mélange stoichiométrique. C'est un mélange dans lequel les quantités de matière initiales, j'insiste bien sur ce mot, les quantités de matière initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions de celles indiquées par les nombres stoichiométriques de l'équation. Je m'explique. Regardez, les proportions c'est quoi? C'est 1 pour 2 dans cet exemple. Je vois bien que je suis bien dans les mêmes proportions. Il y a bien un facteur 2 entre le nombre de moles initiales de Cu2+ à comparer avec HO-. Donc dans ce cas-là, tous les réactifs sont entièrement consommés. Il n'y a plus de réactifs à la fin de la réaction. Alors, ce serait trop beau si c'était aussi simple, parce que qu'est-ce qui se passe si les quantités de matière initiale des réactifs ne sont pas dans les proportions indiquées par celles de l'équation? Eh bien, c'est que forcément, il y aura un des réactifs qui va arrêter prématurément l'évolution du système chimique. Je m'explique. Supposons qu'on a une quantité de matière initiale de 1 mol de Cu2+ à notre disposition, 3 mols de HO-, on ne met pas encore en contact ces réactifs, donc on n'a pas encore formé de produit. Je regarde les quantités de matière initiale des réactifs, est-ce que c'est 1 pour 2 comme dans l'équation? La réponse est non,
C'est pas 1 pour 2 en l'occurrence, c'est 1 pour 3. Donc tout de suite, première chose, je peux dire que les quantités de matière initiales des réactifs ne sont pas dans les proportions indiquées par l'équation. Donc je n'ai pas affaire à un mélange stoichiométrique. Traduction, au terme de la réaction, il y aura une quantité de matière d'un des deux réactifs qui sera non nulle. Alors laquelle? Regardez, l'équation m'indique si vous avez une mole de Cu2+, il vous faut le double H-. J'ai une mole de C2+, mais j'ai bien plus du double H-. Donc les ions H- seront en excès par rapport au cas d'un mélange stoichiométrique. Autrement dit, à la fin de la réaction, il restera des ions H-. Donc le raisonnement va être fondé sur Ci2+, qui est lui qui va limiter l'évolution de la réaction chimique. L'équation me dit que quand vous avez une mole de Ci2+, vous en consommez le double de H-. Donc si j'ai une mole de Cu2+, à la fin, il me restera 0. Je vais en consommer le double H-. Une mole fois 2, ça fait 2 moles. J'en avais 3 initialement. 3 moins 2, il en restera une. D'après l'équation, c'est une mole de Cu2+, pour une mole de CuOH 2 fois. 1 pour 1, donc on en forme une mole. Est-ce que c'est toujours le premier réactif, le réactif limitant? Bien sûr que non. Regardez, on dispose de 6 moles de Ci2+, 2 moles de H- par exemple. Ces réactifs ne sont pas encore en contact, donc on a encore formé 0 mol de produit. Là encore, je constate que les quantités de matière initiale des réactifs ne sont pas dans les proportions de l'équation, hein, parce que si c'était le cas, si j'avais 6 moles de Cu2+, je devrais avoir non pas 2, mais 12 moles de H-. Or là, on est largement en dessous des 12 moles. Donc je pense que vous l'avez compris, rien que par ce raisonnement-là, le réactif limitant, c'est donc les ions H-. Le réactif en excès sera donc les ions Cu2+. Donc le raisonnement se fait toujours sur le réactif limitant quand nous ne sommes pas dans un mélange stoichiométrique. Donc le réactif limitant, c'est H-. Donc je vais lire l'équation en partant de lui. À chaque fois que je consomme 2 moles de H-, j'en consomme la moitié de Cu2+, d'accord, le chiffre 1, et j'en forme la moitié de CuH2 fois. Donc, si je consomme 2 moles, à la fin, comme c'est un réactif limitant, il n'y en a plus. Mais d'après l'équation, je dois consommer la moitié, hein, c'est 2 pour 1, de Cu2+. Si j'avais 2 moles initialement, la moitié c'est 1. 6 moles moins 1 mole consommée, il restera 5 moles. Et d'après l'équation, à chaque fois qu'on consomme 1 mole de Ci2+, il se forme, pardon, à chaque fois qu'on consomme 2 moles de H-, il se forme la moitié de CuOH 2 fois, donc 1 mole. Eh bien, quand un mélange n'est pas stoichiométrique, un des réactifs est responsable de l'arrêt de l'évolution du système, il est qualifié de réactif limitant. À la fin de la réaction chimique, sa quantité de matière, à l'état final, est nulle. Alors, dans la prochaine vidéo, donc on arrête là, hein, la souffrance. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on aura encore un contenu assez copieux. On s'intéressera à l'outil l'avancement, qui va nous permettre, un, de déterminer le réactif limitant quand on n'est pas dans un mélange stoichiométrique, et deux, cette notion d'avancement nous permettra notamment de faire des bilans de matière à l'état final. Je vous dis donc à bientôt.